Elle voit la nouveauté. Ils ont ses yeux, son visage, son ventre. Ce n'est pas notre première expérience, c'est ce qui fait peur. Un chirurgien esthétique, sa femme magnifique et une opération sous le bistouri qui tourne au drame. Je crois qu'un chirurgien esthétique opérait sa femme, puis on nous a dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment arrivé. Mais maintenant, des questions se posent et le médecin et Marie, au centre de toute cette affaire, contestent la véritable cause du décès de sa femme. Je vais tout vous expliquer et pourquoi cette affaire est loin d'être terminée. Je suis Anne-Jeannette Lévy et voici Law and Crime. Avant que nous commencions à parler de cette affaire vraiment tragique, je veux vous parler d'une application que j'utilise et que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Upside. Elle vous permet de recevoir du cashback sur des achats que vous faites tout le temps, comme les plats à emporter, l'essence et les courses. Voici comment fonctionne Upside. Vous téléchargez l'application gratuite, vous sélectionnez une offre dans l'un des établissements, puis vous payez avec votre carte de crédit. Vérifiez cet achat, puis vous verrez que vous recevez du cashback. Par exemple, un soir où j'ai envie de pizza, je consulte les offres sur Upside. Après paiement, l'argent s'affiche dans l'application et je peux le virer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside reçoivent en moyenne 254 $ de cashback par an, ce qui est incroyable. Alors, pour commencer à obtenir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description, scannez ce code QR que vous voyez juste là sur votre écran ou utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes supplémentaires par gallon sur votre premier plein d'essence. Hilary Brown était la mère de 2 filles et d'un garçon. Elle était mariée à un chirurgien esthétique et travaillait même avec lui dans son cabinet prospère du comté de Santa Rosa. C'est dans la région du Panhandle en Floride. Malheureusement et tragiquement, la vie d'Hilary Brown s'est terminée soudainement et de façon choquante en novembre 2023, quelques jours après que les enquêteurs ont déclaré que les choses avaient très mal tourné, alors que le mari d'Hilary, le docteur Ben Brown, effectuait une intervention sur elle dans son cabinet. Le docteur Brown s'est retrouvé menotté quelques mois plus tard, accusé d'homicide involontaire par négligence coupable dans la mort d'Hilary. Le procès de Ben Brown est prévu pour commencer en août, mais lui et son avocat contestent vigoureusement la conclusion du médecin légiste sur la véritable cause du décès d'Hilary. Actuellement, le médecin légiste affirme qu'Hilary est décédée à la suite d'une intoxication à la lidocaïne. La lidocaïne est un médicament utilisé pour anesthésier les gens lors de procédures, mais Brown et son avocat ne sont pas d'accord. En fait, ils affirment que le médecin légiste n'est même pas qualifié pour tirer cette conclusion. Je vais expliquer tout cela un peu plus en détail avec l'avocat de la défense basé en Floride, Tim Johnson, lorsqu'il me rejoindra. Les arguments avancés par la défense sont intéressants et préoccupants. Mais d'abord, revenons tout au début. C'était le 21 novembre 2023 lorsqu'un appel au 911 a été reçu dans le comté de Santa Rosa. Santa Rosa 911, police, pompiers, ambulance. J'ai une urgence. De quel service avez-vous besoin? Police, pompiers ou ambulance? Ambulance, nous avons un patient instable. D'accord, dites-moi l'adresse. Allô, madame, quelle est votre adresse? Êtes-vous avec le patient actuellement? Oui. D'accord. De l'aide est en route. Que s'est-il exactement passé? Elle subissait une opération dans un cabinet de chirurgie esthétique. Elle est instable et fait des crises, je crois. D'accord. Et pour quel type d'intervention était-elle opérée? Il y en avait des charismatiques. D'accord. Pouvez-vous me dire ce que c'était? Lipoaspiration abdominale, transfert de graisse. Différentes choses. Je ne les ai pas en tête pour le moment. D'accord, ma chérie. De l'aide est en route. Les secours arrivent, d'accord? Vérifie qu'ils ont bien attaché le DAE au patient, qu'il est prêt, et demande-leur de poursuivre les compressions thoraciques, d'accord? D'accord. Prévenez-nous si la situation évolue. Les secours arrivent. Merci. Au revoir. Les ambulanciers sont venus soigner Hilary Brown. C'est la 3e petite partie et c'est là qu'on a eu un super moment à la télé. C'est bien, ils ont retrouvé un pouls. Les adjoints du shérif ont parlé aux autres membres du personnel du cabinet. L'un d'eux, sentant un problème, contacte son superviseur. Je voulais juste vous en informer, je suppose. Je ne vois pas de raison d'en faire plus pour l'instant, mais en gros, on a reçu un appel médical dans un cabinet de médecins ici à Navarre, où je suppose un chirurgien plasticien opérait sa femme. Et ensuite, on nous a dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Mais je ne suis pas sûr qu'elle en ait vraiment fait un.
Il semble qu'il y avait d'autres personnes présentes lors de cette opération. Et il semble qu'elle a eu plusieurs crises convulsives. Mais apparemment, ils disaient que ça n'avait vraiment pas l'air bon pour elle. Elle n'allait pas très bien quand elle est partie. Mais ils l'ont quand même transportée et tout. Et je dirais que je serais beaucoup plus suspicieux si c'était juste lui et elle dans la pièce, mais il y avait aussi des infirmières présentes. Donc je vais juste lui demander de le consigner par écrit, si ça te va. Si tu parles à Lance, préviens-le simplement, à moins que tu penses qu'il faille faire plus. Nous n'entendons pas la partie de l'appel du superviseur, mais le policier exprime son inquiétude. D'accord. C'est juste étrange que ce soit le docteur et sa femme, tu vois. Mais comme je l'ai dit, il n'était pas seul avec elle durant la procédure. D'autres personnes l'assistaient. Donc j'imagine que Seville va juste prendre tous leurs noms et faire une vérification rapide au cas où quelque chose reviendrait. Tu sais, si quelqu'un disait qu'il essayait de la tuer. Tu sais, s'il n'y avait eu que le docteur et sa femme là-dedans, je me dirais, on va devoir mener une enquête. C'est un peu trop... Je penserais, tu sais, que si elle était morte, juste pour la justice envers elle, il faudrait au moins enquêter et s'assurer que tout est en règle. Mais s'il y avait des témoins dans la pièce, ça change un peu les choses. Ouais. Eh bien, je suppose que oui. Et il y avait plusieurs aspects à cela. Elle a déjà subi des interventions similaires et a été sous sédation. Donc elle était complètement sous sédation. Ils ont fait quelque chose avec une cicatrice sur son abdomen. Puis elle s'est réveillée, elle marchait et ils allaient lui faire des injections dans le visage. Et elle a même mélangé ce qu'on allait lui injecter dans le visage, comme de la graisse. Et je ne comprends pas tout à fait. Lorsqu'ils ont commencé les injections, ils en ont fait au-dessus d'un œil puis de l'autre. Ensuite, elle a eu environ 4 grosses crises avant l'arrivée des secours. Et ensuite, tu sais, on nous a dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Donc je n'ai pas confirmé ça avec les secours, mais ils ont dit que ça ne semblait pas bon. Donc je me suis dit... Ouais, intéressant. Après l'évacuation d'Hilary Brown à l'hôpital, les adjoints du shérif interrogent le personnel du cabinet du Dr Brown. J'étais là et nous avions terminé la reprise de cicatrices sur son abdomen. C'était fait, oui. C'était fait. Elle marchait parfaitement bien. Elle mélangeait même sa propre graisse pour la transférer là où elle le voulait. Il a commencé à lui injecter un anesthésiant dans les lèvres, généralement de la lidocaïne. Par voie intraveineuse. Et du bicarbonate de sodium. Il lui a injecté directement là, dans son œil gauche. Et elle parlait d'une certaine vision floue, mais son œil était enflé, donc bien sûr elle ne pouvait pas voir. Il a injecté l'œil droit, et c'est là qu'elle a commencé à convulser peu de temps après. Donc l'injection dans l'œil droit a commencé. D'accord. Après, a-t-elle eu un arrêt cardiaque? Elle a convulsé quelques minutes. Comment? Elle a refait une crise. Chaque crise durait probablement 3 à 4 minutes. D'accord. Pas le cerveau explosé, mais on n'en est pas loin. Ouais. Qu'est-ce qui en est sorti? Elle a probablement eu au total 4 ou 5. D'accord. Avant que quelqu'un s'en occupe. Oui, je veux dire. Nous étions partout avec la tension artérielle, mais mon rythme cardiaque est resté excellent. Tout ce genre de choses. D'accord. Pendant la procédure, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel? Quelque chose hors du commun? Tout était normal. Hilary Brown est décédée 7 jours plus tard à l'hôpital et l'enquête sur sa mort s'est poursuivie. En 2024, le docteur Ben Brown a été inculpé d'homicide involontaire par négligence coupable. Les détectives ont indiqué dans un mandat d'arrêt que l'employé a d'abord affirmé travailler pour l'entreprise seulement depuis quelques jours avant l'incident. En peu de temps, elle a signalé une grande négligence au cabinet, entraînant l'arrêt cardiaque d'Hilary, et indiqué que la victime avait pris de nombreux comprimés avant l'opération. Cependant, elle ignorait de quoi il s'agissait. Elle a déclaré que la victime avait préparé elle-même ses poches de perfusion, qui étaient censées contenir de la xylocaïne diluée, utilisée comme anesthésique locale. Pendant l'opération, les poches de perfusion se sont vidées, moment où Brown a versé 2 flacons dans un bol. Il ne les a pas dilués et a commencé à lui injecter dans les bras puis le visage. Après cela, Hilary a dit que sa vision devenait floue. Elle a dit que son visage était très gonflé, mais Brown a continué. Elle pensait que c'était un signe de surdosage, puis elle a commencé à convulser. Les détectives affirment aussi que Ben Brown a attendu 10 à 15 minutes avant d'appeler le 911 pour demander de l'aide.
Cela, ajouté à d'autres facteurs, y compris le fait que le médecin légiste a déterminé que Hilary Brown est décédée d'une toxicité à la lidocaïne, a conduit les procureurs à l'inculper. Mais maintenant, à moins de 3 mois avant le début prévu du procès de Ben Brown et son avocate contestent la cause du décès retenue par l'État et demandent ce qu'on appelle une audience d'Aubert pour déterminer si la médecin légiste, Dr. Deanna Oleski, est qualifiée pour témoigner sur ses propres conclusions. L'avocate de Brown a écrit dans sa requête que, dans le cadre de la présentation de l'État, celui-ci a l'intention de faire témoigner la Dr. Oleski, MD, sur la cause du décès, à savoir la toxicité à la lidocaïne, comme mentionné dans l'examen post-mortem, en tant que complication liée à la toxicité à la lidocaïne. La Dr. Oleski n'a aucune formation ni expertise dans le domaine de la toxicologie. Lors de la déposition de la Dr. Oleski, elle a spécifiquement déclaré qu'elle n'est pas toxicologue. Il n'est pas inhabituel qu'un médecin légiste s'appuie sur les conclusions d'un toxicologue pour déterminer la cause du décès, mais il y avait d'autres éléments qui préoccupaient l'avocat de Brown. De plus, à plusieurs reprises, la Dr. Oleski a indiqué que les questions concernant les taux de lidocaïne et leur impact sur une personne devraient, je cite, être posées à un toxicologue, où elle a précisé qu'elle ne pouvait pas être considérée comme toxicologue en raison de sa formation. Il est évident que la Dr. Oleski n'a pas l'expertise requise pour se prononcer sur le caractère létal ou non des taux de lidocaïne dans l'organisme d'une personne au moment de l'incident. Il s'agit d'une constatation de fait essentielle que le jury doit déterminer et permettre à une personne non experte de fournir un témoignage inexact et non étayé serait extrêmement préjudiciable à la Dr. Brown. Et écoutez bien, l'avocat de Brown, le célèbre avocat de la défense pénale Mark O'Mara, a souligné qu'il existe des doutes quant à savoir si la toxicité de la lidocaïne a réellement causé la mort d'Hilary Brown. O'Mara évoque une audience du département de la santé de Floride où des sanctions contre la Dr. Brown étaient envisagées. O'Mara écrit: dans cette affaire, le département de la santé contre Benjamin Brown, l'officier d'audience a constaté que, je cite, la Dr. Deanna Oleski, médecin légiste, a effectué l'examen post-mortem de HB le 1er décembre 2023. Le département a reconnu qu'après une évaluation par exclusion, elle a conclu que le décès était dû à des complications de toxicité à la lidocaïne, l'hypothèse la plus probable selon le diagnostic différentiel. En revanche, l'officier d'audience a estimé que l'expert des défendeurs, le Dr. Borgert, avait conclu de manière crédible que la lidocaïne n'était pas la cause des symptômes ou du décès de HB. C'est une conclusion essentielle d'un officier d'audience après de nombreux témoignages, indiquant que les conclusions de la Dr. Oleski, médecin légiste, étaient inexactes. Cela paraît très important. Au final, l'État de Floride a effectivement suspendu la licence médicale du Dr. Brown pendant 1 an, en partie parce qu'il n'a pas appelé le 911 immédiatement lorsque Hilary a commencé à avoir des complications dans son cabinet. Alors, comment ces nouvelles informations vont-elles influencer l'affaire pénale du Dr. Brown? Donc, pour vraiment analyser cela et examiner les arguments avancés par la défense dans cette affaire, je voudrais faire intervenir Tim Jensen. C'est un avocat de la défense pénale qui exerce en Floride, dans la région du Panhandle. Il n'a aucun lien avec cette affaire. Tim, merci beaucoup de m'avoir rejointe. Je vous en suis reconnaissante. Heureux d'être ici, Anne-Jeannette. Je ne sais pas si tu as été aussi stupéfaite que moi en lisant cette requête pour l'audience d'Aubert, mais il y a des affirmations vraiment intéressantes faites par la défense dans cette affaire. Mais tout d'abord, je veux commencer par une audience d'Aubert. Et j'aimerais que tu approfondisses un peu ce sujet, parce que moi, en tant que, tu sais, simple journaliste, une personne lambda, je sais ce que c'est, quelqu'un qui couvre ce genre de choses, mais c'est une norme particulière que les experts doivent respecter pour pouvoir témoigner. Donc, parle-nous un peu de ça. Une audience d'Aubert consiste à faire intervenir un expert ou une personne compétente. On n'est pas toujours expert. On peut l'être dans des domaines comme les armes à feu ou pour retrouver des personnes avec la formation et l'expérience nécessaires. Mais pour faire venir un médecin et qu'un témoin puisse témoigner en tant qu'expert, il doit avoir certaines qualifications académiques, une formation et son travail doit être évalué par des pairs. Cela ne peut reposer sur des suppositions ou spéculations. Cela doit être validé par des pairs. Et donc, c'est une norme très élevée parce que vous dites alors au jury qu'il peut considérer cette personne comme un expert et que cette personne peut donner un avis dans une salle d'audience. Personne d'autre ne peut donner son avis dans une salle d'audience. Soit vous connaissez un fait, soit vous avez vu quelque chose, mais vous ne pouvez pas donner votre opinion. C'est une objection, mais un expert peut donner son avis. Donc, vous voulez vous assurer que cette personne a les compétences et les qualifications nécessaires pour donner cet avis, surtout l'avis qu'elle donne.
Vous savez, un médecin légiste peut donner son avis sur beaucoup de choses, mais si ce n'est pas dans son domaine d'expertise médicale, alors il ne peut pas donner cet avis. Et c'est ce qui se passe dans ce cas. Nous avons un médecin légiste qui n'est pas toxicologue. Dans une affaire de meurtre, l'État doit d'abord prouver qu'il y a eu un décès. Qu'est-ce qui a causé la mort? Et maintenant, vous avez un rapport médical et un médecin légiste qui devinent un peu la cause du décès. Donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est la docteure Oleski. C'est une médecin légiste. C'est une médecin légiste. C'est une docteure en médecine. Le G, oui. Cependant, la plupart des médecins légistes ne sont pas des toxicologues. En général, cela est confié à quelqu'un d'autre. D'accord. Et ils prélèvent du sang ou autre chose, puis ils envoient tout ça pour des analyses toxicologiques. Et d'après mon expérience en couvrant ces affaires, cela peut prendre entre 6, 8, 12, voire 14 semaines. Et ensuite, vous recevez ces résultats et vous prenez votre décision finale, ou du moins le médecin légiste le fait, concernant la cause du décès une fois que vous avez toutes ces informations. Eh bien, voici un autre problème que nous avons. Cette personne n'est pas morte sur le coup. Elle est restée en vie environ une semaine à l'hôpital, était pratiquement en état de mort cérébrale, donc le corps absorbait ce qu'il y avait dans l'organisme. On ne pouvait pas procéder comme avec un cadavre ordinaire où le corps ne l'absorbe pas et où quelqu'un d'autre peut faire l'analyse toxicologique car les taux toxiques seraient probablement les mêmes. Ce corps était encore vivant. Je pense qu'elle était sous respirateur ou similaire. Donc, oui, il faut se fier au rapport toxicologique que l'hôpital a fait quand elle était là-bas. Et je pense que c'est de là que vient le rapport. Une lettre est arrivée au Dr Oleski disant que les niveaux n'étaient pas toxiques, mais le Dr Oleski a écarté cette possibilité et n'y a pas vraiment prêté attention. Oui, et je veux afficher certaines de ces informations à l'écran et les lire aux téléspectateurs, puis nous les analyserons. Vous savez, nous avons déjà vu que le Dr Oleski a témoigné qu'elle n'a aucune formation ni expertise en toxicologie. Elle a spécifiquement déclaré sous serment qu'elle n'est pas toxicologue, mais elle affirme que la toxicité de la lidocaïne était la cause du décès d'Hilary Brown. Cependant, la défense écrit dans sa requête demandant cette audience d'Aubert, point crucial dans cette affaire, que le Dr Oleski a témoigné que, bien qu'elle ait reçu une correspondance d'un toxicologue bien connu, le Dr Christopher Borger, en octobre 2025, et même si la lettre soulevait diverses préoccupations concernant la conclusion à laquelle était parvenu le Dr Oleski au sujet de la toxicité à la lidocaïne, et appuyait ces préoccupations par des références à des données médicales et scientifiques démontrant que cela ne pouvait pas être une toxicité de la lidocaïne, le Dr Oleski a témoigné que, bien qu'elle connaissait la lettre, elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Cela me semble très préoccupant. Parce que son travail consiste à examiner tous les faits disponibles, examiner les circonstances entourant la mort d'Hilary, examiner les preuves médicales, puis déterminer la cause du décès. Et ensuite, cette cause du décès est utilisée par les procureurs et la police pour déterminer si des poursuites pénales sont justifiées. Donc, quand tu lis que la défense a écrit ça, Tim, elle est juste du genre « Ouais, je n'accorde pas beaucoup de poids à cette lettre. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance ou peu importe ce qu'elle a dit. » À quel point est-ce préoccupant? Eh bien, c'est problématique pour l'accusation et c'est une mine d'or pour la défense. Ce que vous dites, en gros, c'est « Ne me dérangez pas avec davantage de faits et de données scientifiques. J'ai déjà donné mon avis. » Donc, vous avez un expert en toxicologie qui a examiné les taux toxicologiques et dit que ce ne sont pas des niveaux toxiques. Et elle a reçu ça et a dit « Je ne suis pas toxicologue, mais ça ne me concerne pas vraiment. J'ai déjà pris ma décision. » C'est encore plus une raison pour laquelle elle ne devrait probablement pas être autorisée à témoigner sur la cause du décès parce qu'elle n'est pas experte et qu'il y avait des preuves contradictoires qu'elle a ignorées. Donc, soit le tribunal ne va pas lui permettre de donner une cause du décès, soit ils vont probablement laisser ce médecin témoigner pour contester sa cause du décès parce que c'est un problème. Ce n'est pas accablant parce qu'ils sont accusés de négligence coupable. Vous savez, ils peuvent dire que le comportement général de ce médecin était tellement mauvais que cela a causé la mort, et vous pouvez quand même être condamné, n'est-ce pas?
En ne lui venant pas en aide, en la laissant faire cela toute seule, en la laissant prendre des comprimés, en ne surveillant pas le dosage de l'anesthésie, ce qu'il a administré. Et puis, quand elle a fait une insuffisance respiratoire ou une crise, il n'a pas appelé le 911 alors que le personnel médical le lui demandait. Et ensuite, il criait et hurlait. Qu'a-t-elle pris? Il aurait dû savoir ce qu'elle prenait. Il est responsable. Quand cette patiente est sur la table pour une opération, il doit savoir. Et il ne le savait pas. Il pourrait très bien être reconnu coupable d'homicide involontaire par négligence coupable simplement à cause de toutes les autres circonstances entourant sa mort. Je veux dire... Mais j'ai lu sur Internet, je trouve ça horrible de la part de le médecin légiste de dire qu'elle l'ignore, de dire qu'elle n'est pas toxicologue. Elle devrait faire venir quelqu'un. Et si cela contredit son avis, alors peut-être qu'elle devrait dire « Je ne connais pas la cause du décès ». Mais écarter cela et simplement l'inclure alors qu'un toxicologue est en désaccord, c'est préoccupant. Mais comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment une mine d'or pour la défense. Et en réalité, vous savez, quand on regarde ces affaires criminelles, évidemment, c'est à l'État de prouver la culpabilité. La défense, elle, n'a pas la charge de la preuve. Et c'est un fil qu'ils peuvent tirer pour, en gros, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour jeter une ombre sur toute l'enquête concernant la mort d'Hilary. Et il se peut toujours qu'il ait été négligent dans sa mort. Mais ce qui est préoccupant ici, c'est que la défense affirme que le département de la santé ne croyait même pas que la toxicité de la lidocaïne faisait partie de la cause de sa mort. Le département de la santé, lors de cette grande audience pour décider si le docteur Ben Brown devait perdre son droit d'exercer et être sanctionné, a conclu qu'il avait été négligent et qu'il aurait dû appeler le 911 immédiatement. Mais la toxicité à la lidocaïne ne faisait pas partie de cela. Donc, si le conseil médical composé de professionnels de santé examine cela et dit « Oui, l'intoxication à la lidocaïne, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous ne constatons pas cela », comment l'État de Floride peut-il s'appuyer là-dessus lors du procès? Eh bien, on dirait qu'ils se sont mis dos au mur, parce que le Conseil de la santé fait venir des médecins, ils examinent, ils font des évaluations par les pairs, ils regardent les choses. Ils sont formés médicalement et ils n'ont trouvé aucune toxicité à la lidocaïne. En fait, ils n'ont même pas mentionné cela dans leur conclusion. Leur conclusion était qu'il avait fait preuve de négligence dans tout le reste de ses actes. Donc, je penserais que la défense appellerait certains d'entre eux comme témoins potentiels pour la défense. Et une fois que vous pouvez discréditer le fait que la cause du décès établi par le médecin légiste était erronée, cette affaire est perdue parce que les jurés aiment entendre « il est mort, elle est morte à cause de trop de lidocaïne et tout ça ». Maintenant, vous allez dire que ce n'est pas ça qui l'a tué. Maintenant, la défense a une ouverture. C'était un tragique accident. Ce genre de choses arrive souvent lors d'opérations. Il y a toujours un risque de décès. Et il aimait sa femme et il a essayé. Il pensait pouvoir gérer la situation, mais il n'avait certainement aucune intention. Maintenant, il n'y a plus de preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et c'est ce qui est si préoccupant ici. Je veux dire, l'un de vos témoins vedettes pour l'État dit qu'elle est morte d'une toxicité à la lidocaïne. Nous avons d'autres preuves provenant d'autres experts présentés dans cette requête qui disent « Non, ce n'est pas le cas ». Nous savons qu'elle est décédée après avoir subi cette intervention. Elle a commencé à avoir des convulsions. Selon le conseil médical et les procureurs, il n'appelle pas le 911 tout de suite. Il pense qu'il peut tout gérer et la sauver. Et puis elle décède une semaine plus tard. La procédure est essentielle dans cette affaire. Cependant, je veux dire, c'est la partie principale de tout cela. Vous allez faire témoigner un expert à la barre qui dira qu'elle est morte d'une intoxication à la lidocaïne. La défense dit que vous ne pouvez même pas affirmer cela. Ça semble être un vrai désordre. C'est un désordre horrible. Et maintenant, vous avez un juge qui doit rendre une décision. Parce que d'une part, il a un médecin légiste qui n'est pas qualifié pour tirer cette conclusion. Elle admet elle-même qu'elle n'a aucune formation dans ce domaine et aucune expertise, et elle n'a aucune preuve matérielle pour l'appuyer. Toutes les preuves scientifiques contredisent cette idée. Le tribunal pourrait ne pas lui permettre de témoigner sur la cause du décès. Laissez-la témoigner sans préciser la cause du décès, donc je ne vois pas ce que le médecin légiste pourrait dire. Mais Tim, tu sais, ces médecins légistes s'appuient tout le temps sur la toxicologie pour déterminer la cause du décès. Si on écarte l'hypothèse d'une intoxication à la lidocaïne, toi et moi ne sommes pas médecins, mais je me demande alors quelle est la cause de son décès.
Eh bien, je crois que quand j'ai lu ce qu'elle a écrit, elle a appelé ça la méthode d'exclusion. Elle a exclu toutes les autres possibilités. Elle n'a trouvé aucune autre cause de sa mort. Donc, elle n'avait aucune autre cause à invoquer que l'intoxication à la lidocaïne qui n'est pas présente, ce qui veut dire qu'elle n'aide pas vraiment un jury, ce qui signifie que cela ne résiste pas à l'examen par les pairs. Elle n'a pas l'expertise pour le faire. Donc, je pense que le tribunal pourrait décider qu'elle ne pourra pas témoigner sur la cause du décès. Qu'est-ce que cela signifie alors pour le dossier de l'État? Vont-ils revenir vers lui avec une proposition s'ils n'ont plus de cause du décès? Je pense que tout repose là-dessus. Sur ce juge Dobro. Sa décision et l'audience d'Aubert. Et puis la défense, vous savez, Ben Brown est représenté par Marco Mera. Marco Mera est un excellent avocat de la défense. Ils feront venir leurs propres experts qui diront « Non, ce n'est pas comme ça que Hilary est morte ». Et ils donneront leur avis et leur propre opinion sur la façon dont elle est morte et pourquoi elle est morte. Il pourrait dire que si le juge refuse son témoignage sur la cause du décès, cela touche la valeur de la preuve, pas son admissibilité. Vous pouvez appeler vos témoins et le jury décidera. Mais je pense que l'État va probablement aller de l'avant. Le père de la victime n'aime pas ce complexe de Dieu, ce complexe divin de l'ex-mari ou du mari. Et laisser le jury décider si ces actes étaient à ce point graves qu'ils ont causé sa mort au vu des faits dont il dispose. Faut-il vraiment dire qu'elle est morte d'une toxicité à la lidocaïne? Ou doivent-ils dire qu'elle est morte parce qu'il a été tellement négligent, une telle négligence coupable de la part d'un médecin qu'il a causé sa mort? Et il pourrait quand même obtenir une condamnation, mais ce ne sera pas facile parce que la défense dira « Eh, c'était une opération chirurgicale. Elle a consenti, elle le fait souvent. Les choses ont mal tourné. Il a voulu l'aider, il l'aimait. Ce sont des choses qui arrivent. » Et le jury décidera, mais les faits ne jouent pas en sa faveur. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, la laisser faire sa propre perfusion, la laisser prendre des comprimés et lui donner des médicaments, du Valium et de l'anesthésie sans respecter le dosage. Puis, lorsqu'elle a eu une crise, il n'a pas appelé le S-Secours immédiatement. C'est un type qui se croit Dieu. Beaucoup de chirurgiens plastiques ont cette attitude, pensant pouvoir réparer et embellir votre corps. Donc, je suis comme un Dieu. J'en ai vu beaucoup comme ça, convaincus de ne jamais se tromper. Donc, la sélection du jury va être essentielle. Ils veulent faire transférer le procès car il a été diffamé dans la communauté. C'est probable, mais je doute que ça marche. Non, Oui, je ne pense pas que cette affaire le justifie. Ce n'est pas une affaire assez importante pour justifier le transfert du procès. Tu peux trouver 12 jurés dans le comté de Santa Rosa qui n'ont pas été genre « oui ». Ils n'ont pas fait attention, ne savent rien et n'ont pas de journal. Je ne regarde pas la télé. D'accord, nous allons surveiller cela de près. Merci Tim Johnson pour votre expertise. Merci Annette. Ben Brown est en liberté sous caution. Son procès est prévu en août. Il a plaidé non coupable d'homicide involontaire. Nous suivrons l'affaire et vous tiendrons informés. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anne-Jeannette Levy. Merci de votre écoute. On se retrouve ici la prochaine fois.